Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, la rencontre des Lions indomptables face à la Namibie n'aura pas lieu au stade Japoma à Douala. C'est ce qui ressort de la réunion tenue au ministère des Sports à Yaoundé. Si la tutelle signe mordicus sur le stade Omnisport, la FECAFOOT propose désormais le stade Rumdeadja à Garoua. À Yaoundé, l'insécurité s'enracine sous la forme des agressions, principalement dans les taxis. Un gang a commis des dizaines de forfaits dans la cité capitale. Des suspects sont tombés dans les filets des forces de l'ordre. Vous verrez dans cette édition leur mode opératoire. Et elle repose désormais aux côtés des dieux du journalisme. Suzanne Kalalobé a été inhumée ce vendredi après sa mise en bière très courue. Des moments chargés d'émotions pour sa famille, ses proches et sa corporation. Voilà pour les titres. Et en ouverture de cette édition, le ministre des Sports signe et persiste. Le stade Omnisport de Yaoundé accueillera la rencontre du 7 septembre prochain entre le Cameroun et la Namibie. Cette décision ferme a été prise ce vendredi à Yaoundé lors de la première réunion préparatoire de cette rencontre. Outre les administrations partenaires habituelles, l'Office des infrastructures et des équipements sportifs ainsi que la Fédération camerounaise de football étaient présents à ces travaux présidés par le ministre des Sports Narcisse Mouelé-Kombi. On aurait dit un match d'arguments et de contre-arguments, comme vous le verrez dans ce reportage de Delphine Fonkoutene et Raoul Ngofo. L'on devrait s'en tenir au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Cette décision vient siffler la fin d'un match de près de 4 heures. En première mi-temps, l'administrateur de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, preuve à l'appui, démontre que pour des raisons de maintenance, le duel Cameroun-Namibie ne peut se jouer au stade de Japoma le 7 septembre prochain. Voilà en vidéo votre stade. Cependant, les prévisions météorologiques sont favorables pour que cette rencontre se tienne à Yaoundé. Ça, ce sont les données météorologiques. En milieu de jeu, Prosper Kouvondo demande de remplacement de dernière minute, introduisant un élément provenant d'une réunion simultanée tenue par visioconférence entre la FECAFOOT, la Fédération namibienne de football et la CAF. Les trois parties ont donc pris la décision de jouer le match là où il n'y a pas d'eau. Ils estiment qu'à Yaoundé, il y a aussi de l'eau. On trouve dans la solution où il n'y a pas d'eau, c'est Garoua. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis chargé de vous communiquer l'information, monsieur le ministre. Entre tacles, crochets et passes décisives, l'ensemble des acteurs rejette fermement cette tentative de la FECAFOOT, dont le président brille ici par son absence. La CAF ne peut pas choisir Garoua alors que le règlement indique que le stade pionnier et principal est le stade de la capitale. Et que la CAF elle-même dit que c'est en cas de disponibilité ou de suspension. Loin de l'esprit de fair play qui devrait régner, Prosper Kouvondo quitte l'arène. Les journalistes, espérant obtenir une réaction à chaud, sont maintenus à l'extérieur sur ordre des autorités sécuritaires. Selon le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé accueillera la rencontre Cameroun-Namibie le 7 septembre prochain, avec du sang neuf parmi les Lions indomptables. Malheureusement, on a deux blessés, gravement. Il y a Maleux et Montagna. Et on voudrait garder ce groupe parce que ça marche tellement bien. Et on a ajouté des jeunes parce que ce n'est pas seulement l'objectif de résultat, mais c'est aussi un objectif de préparer la future du pays. Le match se termine sur des notes favorables pour la rencontre Cameroun-Namibie à Yaoundé le 7 septembre
et Cameroun-Zimbabwe à Kampala, en Ouganda, le 10 septembre. Lesquels comptent pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Parlons également du match des écoles clandestines qui existent par centaines au Cameroun. Le fonctionnement de celles-ci cause de nombreux dégâts dans le cursus scolaire des enfants, entre années scolaires perdues et argent dépensé inutilement par certains parents. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. À moins de quelques semaines de la rentrée scolaire, nombreux sont ces établissements clandestins qui poursuivent leurs activités. Constat fait par nos reporters Leslie Poumetia et Lionel Tiofo. Dès que les enfants partent, 2 mois après, on ferme. Une expérience vécue par ce parent d'élève. Prise au piège des établissements scolaires clandestins, Rachel a été obligée de mettre un arrêt sur l'année scolaire de ses enfants. Donc on a fermé, on a réclamé les droits. On ne nous a jamais remis nos trop contents, on nous repoussait. Je me suis retrouvée à envoyer mes enfants au village. Il y a les écoles trop illégales ici, beaucoup. On voit des singes. Comme elle, plusieurs autres parents sont dans la même situation. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Hey, l'éducation est perturbée au Cameroun depuis plus de 20 ans. Tu inscris l'enfant, mais au courant de l'année, tu te retrouves que l'école est comme ça, l'école est comme ça. Néanmoins, certains redoublent de vigilance. Avant d'inscrire ton enfant, tel que soit l'établissement, rassure-toi que cet établissement est d'abord correct, puisqu'il y a des établissements fictifs. Et deuxièmement, que les enseignements sont clairs et bien faits. Je renseigne d'abord pour comprendre si l'école est bien, si l'école enseigne bien, si l'école n'est pas bien. Non. On va aussi apporter de l'école aussi. Parfois, l'école n'a pas de cours, n'a pas de cours de récréation, n'a pas de cantine, n'a pas de toilettes. À Douala, plus de 200 écoles primaires exercent de manière illégale. Notre descente sur le terrain, le 20 août 2024, a permis de constater que dans certaines écoles jugées clandestines, les inscriptions se poursuivent. Il y a alors que l'année scolaire approche à grands pas, le stress des préparatifs s'intensifie chez les parents entre inscription, achat de fournitures scolaires et autres tâches incontournables. Nombreux sont ceux qui voient leur nuit écourtée à mesure que le jour J se rapproche. L'argent fait défaut et on se plonge à présent au cœur de cette effervescence à travers ce reportage de Delphine Fonkotene et Constant Kamgar. Le problème. Rentrée scolaire, rentrée colère. C'est ce qui se passe actuellement. Plusieurs parents se sentent stressés et menacés. Rentrer nous menace, c'est chaud. Je suis vraiment stressée. Je me sens un peu délaissée, un peu dérangée là. On essaye en marchant, même en route, c'est peut-être en parlant à l'intérieur, on peut nous voir sourire. La rentrée approche à grands pas, la pression monte et l'argent manque dans les poches des géniteurs. On est obligé de se battre n'importe comment pour avoir de l'argent et envoyer les enfants à l'école. On va se battre comme d'habitude. Alors que certains parents stressent, d'autres en revanche préparent la rentrée en grand. Ils ont anticipé le problème de loin. Elle se prépare dès la fin d'année, à partir du mois de juin, comme pour dire que même si elle commençait le 2, elle n'allait pas être surprise. Affirmatif, retorque le psychologue. Pour une santé mentale saine en cette période, il faut garder à l'esprit qu'une rentrée scolaire se prépare longtemps à l'avance. C'est vrai, les parents diront on n'a pas les moyens, l'argent arrive tard, mais il faut commencer à préparer la rentrée à l'avance et surtout la préparer avec les enfants. C'est-à-dire que commencer à en parler, commencer à acheter ce qu'il faut petit à petit pour qu'à la dernière minute, qu'on ne soit pas sous pression. La pression de dernière minute des parents n'est souvent pas sans conséquences sur leurs enfants. Et préparatifs sans stress pour les cacaoculteurs. Cette année scolaire se prépare plutôt bien pour les producteurs et ceci grâce à l'augmentation du prix du kilogramme de cacao sur le marché. Une véritable aubaine pour eux, comme vous allez le voir dans ce reportage de nos correspondants dans le Mongo, Nevarionda et Luciano Dodunjako. La flambée générale des prix et ses répercussions profondes sur les familles des cacaoculteurs et leur capacité à scolariser les enfants cette année se voient au passé.
À la faveur de l'embellie autour de la fève au Cameroun, le cacao, plus qu'une culture, est un pilier de l'économie. Dans la famille Duplessis Njampo, cacaoculteur, toute la maisonnée est occupée à l'écaboussage. Quand nous décabossons comme ça, là, nous allons laisser au moins 2 à 3 jours que ça soit fermenté avant de verser au soleil. Quand nous versons au soleil, il nous faut tourner à chaque 40 minutes que ça puisse se sécher vite. En cette période, les pluies ne sont pas favorables à l'obtention des fèves en plantation. Le producteur a ramené les fruits de sa récolte à la maison. Et 80% de la population de Longfond dans l'agriculture avait l'efflamberie du prix du cacao. Ils ont mis des moyens pour améliorer les productions et nous sommes dans une phase de l'intercampagne. En tant que planteur, je suis en train de préparer l'enquête scolaire des enfants comme ça. Parce que le prix du cacao nous donne déjà un peu d'avantage par rapport aux années antérieures. Même en vendant Borchamp, Duplessis gagnera suffisamment pour résoudre tous les problèmes scolaires de ses enfants. La fève de cacao, jamais n'a mieux porté le nom Théobroma cacao, la nourriture des dieux, que maintenant que son prix est quasi quintuplé. Dans l'actualité également, à Yaoundé, un gang de malfrats présumés spécialisés dans les agressions et l'escroquerie à bord des taxis, désormais hors d'état de nuire. Un groupe de 4 personnes, parmi lesquelles 2 femmes. Elles servaient à rassurer les victimes avant de leur détourner de leur destination finale et les dépouiller. Les précisions dans cet élément de Karel Mezatachouya et Serge Alain Zibou. C'est dans ce véhicule aux vitres fumées que ces présumés malfrats agressaient et escroquaient leurs victimes. Cette maman s'y est retrouvée prise au piège, tombée entre les griffes de ce gang de 4, dont 2 femmes et 2 hommes, alors qu'elle se rendait en Vogada à partir d'Ahala, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Fatiguée d'attendre un véhicule à usage taxi, elle stoppe celui-ci et sa destination est aussitôt acceptée. Une fois à bord, les malfaiteurs ouvrent la conversation avec une histoire montée de toutes pièces. Question de gagner la confiance de leur proie. Cela fait, celle-ci leur donne toutes les informations dont ils ont besoin, y compris l'argent gardé à la maison et dans une banque de la place. Ils prennent alors la direction de son domicile. Je dis à mon fils qui était là que je suis venu, j'ai oublié quelque chose, donc c'est comme ça que j'entre dans la chambre. Je prends le coffre-fort de ma petite sœur. Je commence à prendre un sac où il y avait de l'argent dans des enveloppes. Je redescends dans la petite maison qui est une dépendance. Je commence à prendre des sommes d'argent de la famille que je gardais. Je commence à prendre les enveloppes. Mon salaire du mois de mai, que j'avais une partie, avec la souche de la banque, je prends tout ça, je mets dans le sac. Et des billets, j'ouvre la penderie. D'argent qui était gardé dans des enveloppes, bien protégées, pas propres. Je prends, je ramasse, je mets dedans. Je prends même mon carnet d'épargne de la SGB. Je prends mon carnet d'épargne de la caisse postale. Tout ça. Avec même la souche du mois d'avril, je rassemble tout ça, je mets dans un sac. Je viens tout avec le petit coffre-fort, je mets dans un sac. Après, j'entre dans la voiture. Heureusement, elle a eu la présence d'esprit d'alerter la police une fois dans l'établissement bancaire où ils l'ont transportée pour le même exercice. Cette autre victime, par contre, n'a pas flairé le danger. Celle qui était à côté de moi ne faisait que me toucher. Après, ils m'ont lancé une écorce. Je les ai encore remis l'écorce. Ils m'ont encore lancé. En ce moment-là, il me parlait, je ne comprenais plus rien. L'argent qui était à la maison, je suis allée prendre, c'était 2 millions, je les ai remis. Ils ont pris rendez-vous dimanche et lundi à 9h. Je suis allée vider toute la banque, je les ai donnés. 25 millions, l'argent est parti, donc l'argent faisait en tout 27 millions. Ils sont pour le moment hors d'état de nuire. L'enquête suit son cours. Il faut mettre la main sur leurs complices. On nous a dit que l'un d'eux se passe comme une inspecteur de police en retraite. Et en plus de ça, il y a l'un des victimes qui est passé chez nous. Elle nous a fait comprendre qu'il y avait un qui avait l'arme. On est en train de chercher. La population, une fois encore appelée, à rester sur ses gardes.
Et en plus de l'insécurité, les populations de Douala souffrent du mauvais état du réseau routier. Allons ce soir au quartier Koto. Là-bas, les nids de poules paralysent la circulation. Entre pannes, embouteillages, les automobilistes peinent à joindre les deux bouts, comme vous allez le voir dans ce reportage de Cyril Kwakam et Stéphane Binac. Des trous par-ci, de l'eau de pluie stagne par-là. La chaussée se dégrade à petit feu au lieu du carrefour Koto immeuble à Douala 5e. Ici, à l'entrée chez Ferry Koto, le chemin est cabossé. Un supplice pour les automobilistes. Ce combat, je sors du garage, changer de rotule, la moteur arrière, les emboucles, les mailleurs. Tous les jours, ça ne vaut pas la peine. Tu sors, tu ne parviens pas à travailler. À cause des états de la route, les routes sont gâtées partout. On se retrouve avec les trous, les nids de poules, les nids d'éléphants un peu partout. C'est difficile pour nous. Parce que les muscles, il faut beaucoup de muscles maintenant avec les bâchements que nous faisons pour passer dedans. Sur l'état de la route, sachant qu'en partant là, on risque de rentrer au garage après avoir laissé le client. Élèves, étudiants et parents d'élèves craignent de voir ces prix doubler, voire tripler à l'approche de la rentrée scolaire. Et selon les experts, les nids de poules représentent l'une des phases ultimes de dégradation des chaussées. Pourtant, cette problématique persiste dans les grandes métropoles camerounaises, notamment à Yaoundé. Pour y remédier, le ministre des Travaux publics envisage d'expérimenter une technique encore peu connue, l'enrobé à froid. Cette approche innovante pourrait offrir une solution durable aux nids de poules qui affectent la sécurité routière et la qualité de vie des usagers. Jordan Aboboïla, Jean-Bernard Tanier, reportage. À Yaoundé, les nids de poules dictent la vitesse sur certaines routes, comme c'est le cas ici à Melun, où la circulation est ralentie. La situation est encore plus critique à Omnisport, où les nids de poules se sont transformés en nids d'autruche, infligeant un calvaire aux usagers. Chaque jour, il y a les accidents ici, là. Les motomanes, les voitures. Et moi, ça me dérange surtout quand il pleut. Ça nous coûte cher parce qu'on est obligé de changer les roulements tout le temps quand on tape dans les trous là. Pour prévenir de tels scénarios, il est essentiel d'intervenir dès les premiers signes de dégradation de la chaussée. C'est pourquoi le ministère des Travaux publics organise un atelier de formation de son personnel ce 23 août. Ça commence par une toute petite fissure qui, si elle n'est pas réparée, s'agrandit, soit à cause du trafic, soit à cause du climat. Durant cet atelier, les participants sont formés à l'utilisation d'une méthode innovante pour traiter les nids de poules. C'est l'enrobé à froid. Avec l'enrobé à froid, on peut, même s'il y a un seul trou, quelle que soit la dimension, on peut le boucher, puisqu'on peut fabriquer l'enrobé à froid. Sur le plan environnemental, vous n'avez pas de fumée, vous n'avez pas à chauffer, donc c'est tout bénef. Jusqu'à présent, les méthodes utilisées pour rénover les chaussées n'ont pas encore donné satisfaction. Espérons que l'enrobé à froid soit la solution attendue. Dans l'actualité également, plus que 8 jours et ce sera la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Au moment où le processus se referme, l'engouement de ces derniers mois retombe. Si Elections Cameroun se félicite de l'atteinte de sa cible, les observateurs de la scène politique trouvent à redire. Plus de détails avec Junior Ossin et Henri Tina. Une dizaine de jours avant la clôture du processus d'inscription sur les listes électorales, il est clair que l'engouement était certain ces derniers mois avec la mobilisation des politiques et mouvements associatifs. Les observateurs de la scène politique et acteurs de la société civile préfèrent la prudence. Élections Cameroun se rend disponible. Depuis quelque temps, on le voit, mais sauf que au-delà d'être disponible, il faut avoir la capacité matérielle, n'est-ce pas, pour répondre aux sollicitations. Et ce que je sais, c'est qu'en ce moment précis,
je ne suis pas convaincu qu'Élections Cameroun dispose de tous les moyens matériels pour répondre aux multiples sollicitations en matière d'inscription sur l'ensemble du territoire national. Au dernier pointage, Elecam affiche 7 823 434 inscrits. Si la structure en charge des inscriptions se fraude les mains, ici, tout n'est pas que rose. On reste quand même dessus au regard des chiffres, des premiers chiffres qu'on nous a annoncés au premier semestre. C'est-à-dire qu'on est resté sur les mêmes chiffres officiels que les chiffres de la dernière élection. Alors on a à se demander sur quelle base ces chiffres-là sont donnés. Et quand on voit que Elecam ne se déploie pas suffisamment, et même lorsqu'il se déploie, il n'a pas suffisamment d'équipes. L'engouement devrait se poursuivre en début d'année prochaine. La prorogation du mandat des députés et conseils municipaux est une aubaine. Le report des élections législatives et municipales, c'est un problème, c'est vrai. Mais c'est aussi une chance qu'on a donnée au peuple camerounais de continuer la mobilisation et d'envahir les lieux d'inscription pour qu'aux prochaines élections, il y ait un nombre impressionnant qui puisse créer la masse critique dont nous avons besoin pour impacter sur le résultat des élections. Au soir du 31 août 2024, le processus d'inscription va s'arrêter. La réouverture est prévue en janvier 2025. Dans la région du Nord-Ouest, Elections Cameroun a également fait du chiffre. La structure en charge de l'organisation des élections a enregistré 26 000 nouveaux inscrits. Et statistiques révélées lors de la descente des membres du conseil électoral à Bamenda. L'île Pidou, Annie Collins. Au compteur des nouveaux inscrits sur les listes électorales dans la région du Nord-Ouest, 26 000. La crise sécuritaire n'a pas totalement entaché l'engouement des derniers jours. Au moment où nous parlons, nous constatons que le mois d'août a été plutôt fructueux pour les inscriptions après que les élections aient été reportées. Les membres du conseil électoral viennent de séjourner à Bamenda pour évaluer le niveau d'inscription sur les listes électorales à quelques jours de la clôture. Au cours de cette réunion, les représentants des partis politiques ont exprimé leur inquiétude quant à la crise qui persiste dans la zone, empêchant certaines localités d'avoir les mêmes chances de participation aux échéances électorales à venir. Je lance toujours une appel solennel à tous les acteurs du processus électoral de continuer à faire la sensibilisation avant le 31 de ce mois, que tous les militants qui ont déjà atteint l'âge électoral soient enregistrés. Autre préoccupation relevée ici, plusieurs cartes d'électeurs abandonnées dans les 34 antennes d'Elections Cameroun. En attendant, le Nord-Ouest se fixe pour objectif, avant le 31 août prochain, d'atteindre 27 000 potentiels électeurs. Je veux l'annoncer également en titre, ambiance chargée d'émotions ce vendredi à la morgue de l'hôpital militaire de Douala. Les proches de Suzanne Kalalobé ont presque inondé les lieux de larmes lors de la mise en bière. Ils ont répondu présents pour accompagner cette journaliste engagée à sa dernière demeure. Le dernier voyage de Suzanne Kalalobé raconté dans ce reportage de Junior Roussin et Henri Tina. Chaque visage est défiguré de tristesse devant ce cercueil où est allongée la dépouille de Suzanne Kalalobé. Nous sommes à la chapelle de la mort de l'hôpital militaire de Douala. Ce vendredi, la levée de corps est inondée de larmes en signe d'adieu à cette icône du journalisme camerounais. Le plus important, c'est pas de faire face à ça, mais comment faire face à ça? Ministre de la République, gouverneur de la région du littoral, maire de la ville de Douala, autorités militaires et policières, hautes personnalités, chefs traditionnels, hommes et femmes de médias, directeurs généraux des médias, amis et familles prennent part à cet instant douloureux. D'un pas cadencé, le cercueil quitte la morgue porté par des regards affligés. Suzanne Kalalobé est éternelle. Elle pensait à la liberté de la femme. Elle se disait que malgré le contexte dans lequel on n'est pas appelé à être enfermé dans une cuisine et autres. Elle luttait contre toutes sortes d'injustices, des abus de toutes sortes, violations faites aux êtres humains. En tant qu'éditeur, j'ai reçu des projets de publication de Suzanne Kalalobé, notamment ce qu'elle avait appelé ses chroniques sous le manguier.
C'était une personne pure, fidèle en amitié, un très grand intellectuel qui s'en va. Et prise de liberté, elle est morte dans la liberté et je dois respecter sa liberté. Nous sommes venus selon les us et coutumes de la mutuelle des personnes âgées du Cameroun pour lui rendre un dernier hommage. Je suis heureux que la presse, pour une fois, se soit mobilisée pour accompagner Suzanne. Elle le méritait. La fanfare funéraire guide le long cortège qui accompagne Suzanne Kalalobé à la porte de sa dernière demeure. Le cortège traverse des avenues habillées à l'image de celle qu'on appelle affectueusement Massou. Et c'est ici, dans cette concession familiale, au quartier Bali de Douala, que Suzanne Kalalobé, née poussière, retourne poussière ce 23 août 2024. Rappelons qu'elle nous a quittés dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2024 à l'âge de 71 ans. Adieu l'artiste. André-Marie Talla lance sa fondation pour venir en aide aux personnes démunies. L'artiste musicien a reçu l'acte de naissance de son ONG ce vendredi au ministère de l'administration territoriale des mains du ministre Paul Atangandi sur la portée sociale du projet. Je vous propose d'écouter André-Marie Talla au micro de Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain-Zebo. Pendant longtemps, j'ai pensé que malgré les difficultés qu'on peut avoir soi-même, on a en dessous d'autres personnes qui ont énormément de difficultés et qu'à travers cette fondation, je pourrais solliciter l'État, je pourrais solliciter d'autres ONG à travers mes voyages et aider les plus démunis. J'ai par exemple envie de travailler, par exemple, trouver des machines en Europe pour essayer de repérer le faux miel que certains Camerounais de mauvaise foi vendent aux autres en mettant du sucre, de la banane et dire que c'est du bon miel. Ça, c'est par exemple un combat que je voudrais mener à travers cette ONG. Et dans la page live, permettez-nous, mesdames et messieurs, d'entrer dans votre intimité. Parlons un peu de l'entretien du maillot. Pour certaines personnes, elles se résolvent à l'époque de l'utilisation de rasoirs sur les parties intimes. Entre épilation de la cire, la crème ou encore au laser, les hommes et les femmes ont de nouvelles méthodes pour entretenir leur maillot. Si ces nouvelles techniques semblent être efficaces sur le plan esthétique, ce n'est pas le cas sur la santé de leurs adeptes. Reportage Haroun Nazira et Stéphane Benac. Elle est révolue l'époque où les rasoirs étaient les seuls outils de nettoyage du maillot. Dans les instituts de beauté, il existe une pléthore de services pour entretenir ses parties intimes. Nous avons les méthodes telles que le vajacial, nous avons l'épilation à la scie, épilation à la bande, épilation à la crème. Parmi toutes ces techniques, une seule a véritablement conquis le corps des dames, même si elle est douloureuse. Les clientes préfèrent plus l'épilation à la cire. Pourquoi? Parce que l'épilation à la cire, c'est une méthode qui dure plus longtemps. C'est-à-dire, lorsqu'on fait l'arrache de la racine, du poil jusqu'à la racine, elle met plus lentement à repousser. Pour se faire bichonner le maillot, il faut débourser minimum 20 000 francs CFA. On commence l'épilation du maillot à partir de 20 000. Dans les 20 000, on a peut-être, on a un traitement qui s'effectue à l'intérieur des 20 000. On a le soin, on a le suivi de la patiente, on a les rendez-vous, on a les prescriptions et des produits qui vont avec. Si sur le plan esthétique, les nouvelles méthodes d'épilation portent leurs fruits, en santé, ce n'est pas le cas. Mais il faut savoir que toute substance appliquée sur le corps, sur les parties génitales, peut présenter certains effets. Certains de ces produits utilisés peuvent contenir par exemple l'hydroquinone ou bien l'hydrocortisone. Or, nous savons très bien l'effet de ce produit sur la santé, par exemple le diabète. Donc il faut faire attention. L'épilation du maillot n'est pas le seul domaine de l'esthétique qui connaît une évolution. La perte du poids et l'entretien de la peau ont également connu des innovations.
Et en culture, on s'intéresse à cette expédition inédite. Pour la première fois, un groupe de jazz africain se produira sur la scène du Wanzhou Jazz Club en Chine. Le grand rendez-vous de la musique en Asie réunit des milliers de fans de jazz venus découvrir les notes et mélodies d'autres continents. Pour l'Afrique, le Cameroun sera le représentant avec sur la scène le quartet de Gaël Wondier. Aimé Catherine Mokori. Voici le quatuor de génie de la musique, réunis sous le label Gaël Wondier Quartet. Leur mission est de faire rayonner le jazz à la sauce camerounaise pendant les 3 mois d'une tournée inédite en Chine, à l'initiative du duo collaboratif entre 2 acteurs culturels de l'Empire du Milieu et du Cameroun. Il s'agit d'une résidence de création qui normalement devrait inclure des rencontres, du partage, des captations, des enregistrements, élaboration de projets de toutes sortes autour de notre Khmer Jazz chéri et d'autres cultures, principalement chinoises, puisque c'est le territoire qui nous accueille. C'est une magnifique collaboration entre Yari Productions, représentée par Hei Ying Song, qui est une éminente promotrice de jazz à travers le monde, qui vit au Canada, une chinoise, et Monsieur Didier Toko. Sami Maop au piano, Aoussa Drums à la batterie, Pat Bass à la basse et la voix de Gaël Wondier. Une symphonie de talent en boucle pendant 78 spectacles. Ils ont prévu être la touche flamboyante de cet événement mondial qui débute dès septembre. Un énorme challenge pour lequel le groupe se prépare sur tous les plans. Il s'agit d'un travail acharné parce que oui, on va présenter notre culture, mais il faut qu'il y ait véritablement un pont, que les accords se matérialisent sur le plan de la musique. Donc, que notre culture aille à la rencontre de l'international, mais que l'international aussi vienne rencontrer notre culture. Nous allons vraiment, non seulement en ambassadeur, mais en axe de partage. C'est la première fois qu'un band africain sera de la partie. On rêve déjà de l'impact de la résonance de leur art sur les cimes du continent asiatique. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis ce week-end. Retrouvez à la présentation du 20h Junior Roussin. Moi, je vous reviens lundi, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.